Imaginez devoir régner sur le royaume le plus puissant d'Europe, alors que votre propre corps vous trahit. Que votre esprit se paralyse à chaque décision. Que vos nuits sont des cauchemars sans fin. C'est exactement ce qui est arrivé à Louis XVI. Mais voici ce qu'on ne vous a jamais dit, ces médecins le savaient. Dès le premier jour, ils ont consigné la vérité dans des rapports secrets. Inapte à régner, ont-ils écrit. Tempérament inadapté au commandement. Constitution qui s'oppose au devoir de la royauté. Pourtant, ils l'ont couronné quand même. Pendant 19 ans, un homme diagnostiqué comme incapable a porté la couronne de France. Pendant 19 ans, ces médecins ont caché cette vérité. Et pendant 19 ans, le royaume a sombré, sous le poids d'un secret médical. Parce que ce qui a détruit Louis XVI, ce n'est pas la Révolution. C'est quelque chose de bien plus intime. De bien plus humain. Et cette histoire va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur la chute de la monarchie française. Avant de commencer, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, France, Belgique, Suisse, Canada, ou ailleurs dans le monde. Et si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire de France, abonnez-vous maintenant, parce que chaque semaine, je vous révèle les secrets que les manuels scolaires n'osent pas raconter. Allons-y. Versailles, 10 septembre 1774. 6 heures du matin. Dans la chambre royale, les rideaux de velours pourpre sont encore tirés. L'aube commence à peine à éclairer les jardins à la française qui s'étendent à perte de vue. Mais à l'intérieur, l'atmosphère est lourde. Étouffante. Louis XVI dort encore. Il a 20 ans. Cela fait seulement 4 mois qu'il porte la couronne de France. 4 mois qu'il est devenu l'homme le plus puissant d'Europe. 4 mois qu'il règne sur 28 millions de sujets. Mais ce matin-là, quelque chose d'inhabituel se produit. Quand les valets entrent pour le réveiller selon le cérémonial immuable du lever du roi, ils trouvent quelqu'un qui les attend déjà. Un homme d'une 60aine d'années, vêtu de noir, avec une sacoche de cuir usé posée à ses pieds. Le docteur Joseph-Marie François de Lassonne. Premier médecin du roi de France. Lassonne est là depuis l'aube. Il n'a pas dormi de la nuit. Dans sa sacoche, il transporte un document que personne ne devrait jamais lire. Un rapport médical confidentiel. Destiné uniquement aux yeux du conseil privé du roi. Ce n'est pas un examen de routine. C'est une évaluation secrète. Une évaluation de la capacité du jeune monarque à régner sur la France. Et les conclusions sont dévastatrices. Louis XVI se réveille lentement. Il est massif. Son corps a déjà commencé à prendre cette corpulence excessive qui va le caractériser toute sa vie. Ses yeux sont gonflés de sommeil. Il cligne plusieurs fois, désorienté. Quand il aperçoit Lassonne, il fronce les sourcils. « Docteur ?» À 7 heures. Lassonne s'incline respectueusement. Mais son visage est grave. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il a découvert. Et il sait que ce qu'il s'apprête à consigner va peut-être changer le destin du royaume. Parce que voilà la vérité que l'histoire a longtemps cachée. Les médecins de Louis XVI savaient. Dès le début de son règne, ils ont compris que quelque chose n'allait pas. Que ce jeune roi n'était pas fait pour gouverner. Pas physiquement. Pas mentalement. Pas émotionnellement. Et ils l'ont écrit noir sur blanc. Dans les archives nationales de France, conservées dans la série K qui regroupe les documents de la maison du roi, se trouvent les rapports médicaux de Lassonne. Des dizaines de pages. Des observations minutieuses. Des diagnostics précis. Et au milieu de tout cela, une conclusion qui fait froid dans le dos. Sa Majesté présente une constitution lymphatique excessive, une tendance mélancolique préoccupante, et une disposition corporelle qui s'oppose au devoir de la royauté. Relisez cette phrase. Une disposition corporelle qui s'oppose au devoir de la royauté. En d'autres termes, ce roi est physiquement inapte à régner. Mais ce n'est que le début. Parce que le problème de Louis XVI ne se limite pas à son corps. Il va bien au-delà. Tout le monde connaît l'histoire du phimosis royal. Cette malformation intime qui a empêché Louis XVI de consommer son mariage avec Marie-Antoinette pendant cette longue année. Une humiliation privée qui est devenue une affaire d'État. Une source de moquerie dans toute l'Europe. Mais ce que personne ne vous a jamais dit, c'est que ce problème physique n'était que la partie visible d'un tableau médical bien plus sombre. Lassonne a noté bien d'autres symptômes. Des symptômes qui touchent directement à la capacité de Louis XVI à exercer le pouvoir. Des absences fréquentes, écrit-il. Le roi se perd dans ses pensées.
Au milieu d'un conseil, il décroche. Son regard devient vague. Il n'écoute plus. Il est ailleurs. Une difficulté à fixer son attention sur les affaires d'État. Quand ses ministres lui présentent des dossiers complexes, Louis XVI ne parvient pas à se concentrer. Il oublie ce qu'on vient de lui expliquer. Il demande qu'on répète. Encore et encore. Une timidité pathologique incompatible avec l'exercice du commandement. Face aux courtisans, face aux ambassadeurs, face à sa propre cour, Louis XVI bégaie. Il transpire. Il baisse les yeux. Il rougit comme un enfant pris en faute. Un roi de France qui rougit devant ses sujets. Imaginez le tableau. Et puis, il y a le pire. Le diagnostic que Lassonne cache même à Marie-Antoinette. Celui qu'il consigne dans un rapport séparé, en 1775, un an après le couronnement. Le tempérament de Sa Majesté n'est point fait pour gouverner. Son corps est celui d'un artisan, son esprit celui d'un savant solitaire, mais son âme n'est point celle d'un roi. Arrêtez-vous un instant sur ces mots. Son âme n'est point celle d'un roi. Le premier médecin de France vient de déclarer officiellement que l'âme même du roi n'est pas adaptée à sa fonction. Ce n'est pas une question de compétence. C'est une question d'essence. De nature profonde. Louis XVI est né dans le mauvais rôle. Mais alors, comment en est-on arrivé là? Comment un homme diagnostiqué comme inapte s'est-il retrouvé sur le trône de France? Pour comprendre, il faut remonter dans le temps. Il faut revenir à l'enfance de Louis-Auguste. Parce que ce garçon timide n'était pas destiné à devenir roi. 1754. Louis-Auguste a 10 ans. C'est le cadet. Le deuxième fils du dauphin Louis. Son frère aîné, Louis-Joseph Xavier, duc de Bourgogne, est brillant, charismatique, vigoureux. C'est lui qui est formé pour régner un jour. Lui qui reçoit l'éducation d'un futur roi de France. Louis-Auguste, lui, vit dans l'ombre. Il est timide. Maladroit. Il préfère ses livres à la compagnie des autres enfants. Il adore la mécanique. Il passe des heures dans les ateliers du palais à observer les artisans. Les serrures le fascinent. Les mécanismes l'apaisent. Et puis, le destin frappe. Le duc de Bourgogne tombe malade. Une fièvre brutale. En quelques jours, il meurt. Louis-Auguste se retrouve soudainement dauphin de France. Héritier du trône. Des années plus tard, il confiera à son confesseur, l'abbé Soldini, « Je n'étais pas destiné à cela ». Cette phrase résume toute sa tragédie. Louis XVI a toujours su qu'il n'était pas fait pour être roi. Et ses médecins le savaient aussi. Son précepteur, le duc de la Vauguyon, est chargé de transformer ce garçon timide en futur monarque. Mais très vite, il se heurte à un problème. Dans ses carnets personnels, conservés aux archives, il note avec une franchise brutale. Le jeune prince manque de cette flamme nécessaire au grand. Il préfère ses livres et ses serrures à l'art de gouverner. La flamme. Le charisme. Cette autorité naturelle qui fait qu'on vous obéit sans discuter. Louis-Auguste ne l'a pas. Il ne l'aura jamais. Et le contraste avec son grand-père est écrasant. Louis XV, malgré tous ses défauts, était un roi. Un vrai. Quand il entrait dans une pièce, tous les regards se tournaient vers lui. Quand il parlait, on écoutait. Quand il ordonnait, on obéissait. Il incarnait l'autorité absolue. La majesté royale dans toute sa splendeur. Louis-Auguste, lui, bégait devant les courtisans. Il transpire pendant les audiences officielles. Il se réfugie dans son atelier de serrurerie pour échapper aux obligations de sa charge. Mais personne ne dit rien. Parce qu'il est le dauphin. Parce que le sang royal coule dans ses veines. Parce que la monarchie française ne connaît qu'une seule règle, l'aîné des fils succède au père. Peu importe qu'il soit capable ou non. Peu importe qu'il soit fait pour cela ou non. Le système ne laisse aucune place à l'individu. Aucune place à la réalité médicale. Aucune place à la vérité. Et puis, le 10 mai 1774 arrive. Louis XV meurt de la variole. Louis-Auguste devient Louis XVI. Roi de France et de Navarre. Il a 19 ans. Ce jour-là, dans l'intimité de son cabinet, juste avant la cérémonie de couronnement, Louis XVI reçoit le rapport médical complet de Lassonne. Le docteur le lui a remis en main propre. En privé. Parce que son contenu est trop sensible pour être partagé. Louis XVI lit. Page après page. Les symptômes.
Les diagnostics. Les conclusions. Le silence est total. Son valet de chambre, Jean-Baptiste Cléry, est présent dans la pièce. Des années plus tard, après la Révolution, il publiera ses mémoires. Et il racontera cette scène. Ce moment où le jeune roi a compris ce que ses médecins pensaient vraiment de lui. Selon Cléry, Louis XVI a posé le rapport sur son bureau. Il a regardé par la fenêtre. Les jardins de Versailles s'étendaient devant lui. Des milliers de courtisans attendaient dehors. Toute la France attendait son couronnement. Et il a murmuré cette phrase, « Ils ont raison. Je ne suis pas fait pour cela. Mais qui le dira au royaume ? Qui le dira au royaume ? » Voilà la question centrale. La question qui va hanter Louis XVI pendant 19 ans. La question qui, peut-être, va condamner la monarchie française. Parce que tout le monde le sait. Les médecins le savent. Les ministres le devinent. La cour le murmure. Mais personne n'ose le dire à voix haute. Louis XVI n'est pas fait pour être roi. Et pourtant, on va le couronner quand même. On va placer sur sa tête la couronne la plus lourde d'Europe. On va lui confier le destin de 28 millions de personnes. On va faire de lui l'incarnation de la monarchie absolue. On va le forcer à jouer un rôle pour lequel il est médicalement inapte. Et ce mensonge institutionnel, ce secret médical, cette conspiration du silence, vont avoir des conséquences que personne n'a anticipées. Parce que quand on force un homme à porter un fardeau qu'il ne peut pas supporter, cet homme finit par s'effondrer. Et quand cet homme est le roi de France, c'est tout le royaume qui s'effondre avec lui. Louis XVI vient d'être diagnostiqué inapte par le premier médecin de France. Mais dans quelques heures, il va être couronné à Reims. Sacré par l'archevêque. Proclamé roi par la grâce de Dieu. La tragédie commence. 1775. Louis XVI règne depuis 1 an. Et les rapports médicaux s'accumulent. Ce n'est plus seulement Lassonne qui consigne les observations. D'autres médecins commencent à documenter ce qu'ils voient. Le docteur Félix Vicdazir, chirurgien royal, tient un journal intime détaillé. Page après page, il note les symptômes, les comportements, les signes d'un effondrement qui s'annonce. Et ce qu'il décrit fait froid dans le dos. Parce que les problèmes de Louis XVI ne s'améliorent pas. Au contraire, ils empirent. Mois après mois. Année après année. Commençons par le plus grave, l'incapacité à décider. Imaginez être roi de France. Imaginez devoir prendre des décisions qui affectent des millions de vies. Des décisions de guerre ou de paix. De vie ou de mort. Des décisions qui façonnent l'histoire. Maintenant, imaginez être physiquement incapable de décider quoi que ce soit. C'est exactement le calvaire de Louis XVI. Les archives du Conseil d'État révèlent un schéma troublant. Un schéma qui se répète encore et encore. Face à chaque grande décision, Louis XVI demande du temps. « Je dois réfléchir encore », dit-il. « Laissez-moi la nuit pour y penser. » Mais la nuit ne change rien. Le lendemain, il demande encore du temps. Et le jour d'après. Et la semaine suivante. Ses ministres s'arrachent les cheveux. Parce que pendant que le roi tergiverse, les problèmes s'aggravent. Les crises s'accumulent. Le royaume attend. Le cas le plus frappant? La guerre d'Amérique. 1777. Les colonies américaines se sont révoltées contre l'Angleterre. Elles demandent le soutien de la France. C'est une opportunité stratégique énorme. Une chance d'affaiblir l'ennemi anglais. De reprendre l'avantage en Amérique du Nord. Tous les ministres sont d'accord. Il faut soutenir les Américains. Mais Louis XVI ne peut pas se décider. En 3 mois, il change d'avis 15 fois. 15 fois. Il dit oui. Puis non. Puis peut-être. Puis oui à nouveau. Puis il faut attendre. Puis finalement non. Et le lendemain, oui après tout. Le comte de Vergennes, son ministre des Affaires étrangères, est au bord de la crise de nerfs. Dans une lettre privée à un ami, il écrit « Sa Majesté est comme une girouette au sommet d'un clocher. Elle tourne à tous les vents et ne sait jamais dans quelle direction pointer. » Une girouette. Voilà comment le propre ministre du roi décrit son souverain. Et ce n'est pas de la mauvaise foi. Ce n'est pas de l'entêtement. C'est une véritable paralysie décisionnelle. Un symptôme médical que Vicdazir identifie clairement dans son journal.
Sa Majesté souffre de ce que les anciens appelaient la mélancolie aduste, une noirceur de la bile qui obscurcit le jugement et paralyse la volonté. La mélancolie aduste. Dans le langage médical du XVIIIe siècle, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une dépression clinique sévère. Un trouble qui affecte directement la capacité à prendre des décisions, à agir, à fonctionner normalement. Louis XVI est cliniquement dépressif. Et personne ne peut rien y faire. Le comte de Maurepas, son principal conseiller, résume la situation avec une franchise brutale. Le roi écoute tout le monde et ne décide rien. Ou plutôt, il décide puis se rétracte, puis redécide l'inverse. C'est un tourment pour le royaume. Un tourment pour le royaume. Parce qu'un roi qui ne peut pas décider, c'est un royaume qui dérive sans direction. Mais attendez. Ça devient pire. 1779. Un conseil crucial se tient dans la Galerie des Glaces. La question du jour, faut-il augmenter les impôts pour financer la guerre d'Amérique? Tous les ministres sont présents. L'atmosphère est tendue. Louis XVI est assis au bout de la table. Il transpire abondamment. Son visage est rouge. Ses mains tremblent légèrement. Le ministre des Finances, Jacques Necker, présente son rapport. Des chiffres. Des tableaux. Des projections. Il parle depuis 10 minutes. Et soudain, Louis XVI se lève brusquement. Il titube légèrement. Il porte la main à sa poitrine. Il essaie de parler, mais les mots ne sortent pas. Il bégaie. Il suffoque. Et puis il quitte la salle. Précipitamment. Sans un mot d'explication. Les ministres se regardent, interdits. Qu'est-ce qui vient de se passer? Le docteur Lassonne est appelé en urgence. Il trouve le roi dans ses appartements privés, effondré sur un fauteuil. Louis XVI pleure. Il tremble. Il respire avec difficulté. Le diagnostic de Lassonne est sans appel. Crise nerveuse liée à l'exercice du pouvoir. Relisez cette phrase. Crise nerveuse liée à l'exercice du pouvoir. Le simple fait de gouverner déclenche chez Louis XVI des crises d'angoisse. Des attaques de panique. Le pouvoir le rend littéralement malade. Et ce n'est pas un cas isolé. Selon Vic Dazir, ces crises se répètent plusieurs fois par an. Toujours dans les mêmes circonstances. Quand le roi doit faire face à une décision importante. Quand la pression devient trop forte. Son corps dit non. Son esprit capitule. Mais les problèmes de Louis XVI ne s'arrêtent pas là. Parce qu'à côté des troubles psychologiques, il y a les problèmes physiques. Et ceux-là sont visibles. Impossibles à cacher. Commençons par l'obésité. À son couronnement, Louis XVI pèse 75 kg. Ce n'est pas excessif pour un homme de sa taille. Mais au fil des années, son poids explose. 1785. Il pèse 120 kg. 45 kg en 11 ans. Une prise de poids massive. Pathologique. Lassonne note dans ses rapports, cette corpulence excessive entrave sa mobilité et sa dignité royale. Sa dignité royale. Parce qu'un roi obèse, c'est un roi qui peine à marcher. Qui s'essouffle au moindre effort. Qui transpire constamment. Qui ne peut plus incarner la majesté qu'on attend de lui. Les courtisans le remarquent. Dans leur correspondance privée, ils en parlent. Avec gêne d'abord. Puis avec moquerie. Le roi ressemble à un tonneau sur jambe, écrit la duchesse de Polignac. Un tonneau sur jambe. Voilà l'image qu'offre le souverain le plus puissant d'Europe. Et ce n'est pas tout. L'obésité entraîne d'autres problèmes. Des problèmes qui affectent directement sa capacité à gouverner. Les troubles du sommeil, par exemple. Louis XVI souffre d'apnée nocturne. Son poids comprime ses voies respiratoires. La nuit, il s'arrête de respirer. Plusieurs fois. Des dizaines de fois. Il se réveille en sursaut. Haletant. Paniqué. Résultat, il ne dort jamais vraiment. Il passe ses nuits dans un état de semi-conscience. Entre veille et sommeil. Épuisé mais incapable de trouver le repos. Et le jour, il s'endort. N'importe où. N'importe quand. Même en plein conseil. Le comte de Provence, son propre frère, raconte dans ses mémoires, « J'ai vu le roi s'endormir debout, au milieu d'une audience. Il continuait à hocher la tête poliment, mais ses yeux étaient fermés. Il ronflait doucement. » Imaginez la scène. Un ambassadeur étranger présente ses lettres de créance.
Et le roi de France ronfle. Le comte de Provence ajoute avec amertume, le roi dort debout, même lorsque le royaume s'effondre. Mais attendez. Il y a encore autre chose. Un problème que Louis XVI cache par fierté. Par orgueil royal. Sa myopie sévère. Louis XVI voit très mal. Il a besoin de lunettes. Mais il refuse de les porter en public. Parce qu'un roi de France ne peut pas montrer de faiblesse. Un roi doit voir tout. Savoir tout. Contrôler tout. Alors il plisse les yeux. Il se penche en avant. Il essaie de deviner ce qu'il ne peut pas distinguer clairement. Et parfois, il se trompe. L'anecdote la plus embarrassante? Elle se produit en 1782. Une grande réception à Versailles. Des dizaines d'ambassadeurs. Des centaines de courtisans. Louis XVI se tient au centre de la salle, recevant les hommages. L'ambassadeur d'Espagne s'approche. C'est un homme petit, élégamment vêtu de noir. Il s'incline profondément. Louis XVI, qui ne le voit pas clairement à cause de sa myopie, le confond avec un domestique. Il lui tend son manteau. « Accrochez cela, s'il vous plaît. » Le silence qui suit est terrible. L'ambassadeur d'Espagne reste figé, le manteau dans les mains. Les courtisans retiennent leur souffle. Louis XVI, réalisant son erreur, devient écarlate. L'incident fait le tour de l'Europe. Le roi de France a pris l'ambassadeur d'Espagne pour un valet. Humiliation totale. Mais le pire, ce n'est pas l'obésité. Ce n'est pas les troubles du sommeil. Ce n'est pas la myopie. Le pire, c'est ce que Louis XVI écrit dans son journal intime. Oui, Louis XVI tenait un journal. Des fragments ont été découverts en 1892, cachés dans les archives de la famille royale. Et ce qu'on y lit est déchirant. Encore un jour où je n'ai su que décider. Dieu m'a-t-il placé ici pour mon châtiment? Marie pleure. Je ne peux rien pour elle. Je ne peux rien pour personne. J'aimerais en être qu'un horloger. Mais je suis ce roi que je ne serai jamais. Ce roi que je ne serai jamais. Louis XVI sait. Il a toujours su. Il n'est pas fait pour être roi. Ses médecins le lui ont dit. Son propre cœur le lui crie chaque jour. Mais il est piégé. Piégé par sa naissance. Piégé par le système. Piégé par cette couronne qu'il ne peut pas enlever. Le docteur Lassonne consigne dans ses rapports, tendance mélancolique profonde. Désespoir latent. Pensée d'abdication récurrente. Pensée d'abdication. Louis XVI pense à abandonner le trône. À fuir. À redevenir un homme normal. Mais il ne peut pas. Parce qu'un roi de France ne démissionne pas. La monarchie ne connaît qu'une seule sortie, la mort. Alors Louis XVI continue. Jour après jour. Année après année. Portant un fardeau qui le détruit lentement. Jouant un rôle pour lequel il est médicalement inapte. Et pendant ce temps, ses médecins observent. Notent. Documentent l'effondrement progressif d'un homme qui n'aurait jamais dû être roi. Mais ils ne disent rien. Pas encore. Parce qu'il y a un pacte. Un pacte de silence. Une conspiration qui va au-delà du secret médical. Et cette conspiration, nous allons la découvrir maintenant. 1786. Le château de Marly. Un endroit discret, à l'écart de Versailles. Loin des oreilles indiscrètes. Loin de la cour. Loin de tout le monde. C'est là qu'ils se réunissent. 3 hommes. 3 médecins royaux. Le docteur Joseph-Marie-François de Lassonne, 72 ans, premier médecin du roi. Le docteur Félix Vic d'Azir, 43 ans, chirurgien royal. Et Pierre-Joseph de Sceaux, 52 ans, le meilleur chirurgien de France. Ils sont assis autour d'une table. Des documents sont étalés devant eux. Des rapports médicaux. Des observations cliniques. Des années de notes accumulées. Et une question centrale. Une question qui va déterminer l'avenir du royaume. Faut-il révéler publiquement l'inaptitude médicale du roi? Le silence est lourd. Chacun sait ce qui est en jeu. Chacun sait qu'ils détiennent un secret qui pourrait faire trembler la monarchie. Lassonne prend la parole en premier. Sa voix est grave. Fatigué. Messieurs, nous savons tout ce que nous voyons. Le roi n'a ni la santé ni l'esprit nécessaires à sa charge. Vic d'Azir hoche la tête lentement. Il a apporté son journal intime.
Des années d'observation, page après page, qui documentent l'effondrement progressif de Louis XVI. Les crises d'angoisse se multiplient. La paralysie décisionnelle empire. Le roi est devenu une coquille vide. Il signe ce qu'on lui présente sans même lire. Il obéit à ses ministres comme un enfant obéit à ses parents. De Sceaux intervient. Il est le plus pragmatique des trois. Mais que proposez-vous exactement? L'abdication? La régence? C'est impensable sans déclencher une crise constitutionnelle majeure. Lassonne se penche en avant. Ses mains tremblent légèrement. Je propose simplement que nous disions la vérité. Que nous rendions publics nos rapports. Que nous informions le royaume de l'état réel du roi. Le silence qui suit est pesant. Vicq d'Azir secoue la tête. Et que se passera-t-il ensuite? La monarchie s'effondrera. Les parlements exigeront une régence. Peut-être que le comte de Provence prendra le pouvoir. Peut-être que la France sombrera dans le chaos. Nous sommes médecins, pas faiseurs de rois. Notre devoir est de soigner, pas de renverser. De Sceaux ajoute. Sans compter que nous serons accusés de trahison. Le secret médical est une chose. Mais révéler publiquement l'incapacité du roi, c'est un acte politique. Et nous n'avons aucune légitimité pour cela. Lassonne baisse les yeux. Il sait qu'ils ont raison. Mais il sait aussi qu'ils ont tort de se taire. Alors quoi? Nous continuons à mentir? Nous continuons à faire semblant que tout va bien pendant que le royaume dérive. La discussion dure des heures. Il tourne en rond. Il pèse les arguments. Les pour. Les contre. Les risques. Les conséquences. Et finalement, ils arrivent à une conclusion. Ils vont se taire. Pas complètement. Pas totalement. Mais presque. Voici le pacte qu'ils concluent ce jour-là. Les rapports médicaux défavorables seront désormais codés. Euphémisés. Adoucis. Les diagnostics les plus graves seront formulés dans un langage tellement technique que seuls les initiés pourront comprendre. Publiquement, le roi sera décrit comme étant en bonne santé. Quelques indispositions passagères. Rien de grave. Rien d'inquiétant. Mais dans les rapports confidentiels destinés au conseil privé, la vérité sera préservée. Pour l'histoire. Pour que personne ne puisse dire, un jour, que les médecins ne savaient pas. C'est un compromis. Un compromis lâche. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Vicq d'Azir résume la situation avec amertume. Nous sommes médecins du roi. Mais nous sommes aussi sujets du royaume. Et le royaume a besoin de stabilité. Même si cette stabilité repose sur un mensonge. Un mensonge. Voilà ce que devient la santé du roi. Un mensonge institutionnel. Un secret d'État. La santé du roi devient le secret le mieux gardé de France. Et pendant que ses médecins cachent la vérité, Louis XVI continue. Il signe des édits qu'il ne comprend pas. Il reçoit des ambassadeurs qu'il ne reconnaît pas. Il incarne une autorité qu'il ne possède pas. La monarchie devient une fiction médicale. Un roi fantôme sur un trône réel. Les années passent. 1786. 1787. 1788. Les crises s'accumulent. Le déficit budgétaire explose. Le peuple a faim. Les parlements se révoltent. La noblesse résiste aux réformes. Et Louis XVI? Il tergiverse. Il hésite. Il demande du temps pour réfléchir. Ses ministres changent sans cesse. Turgot, Necker, Calonne, Brienne. Chacun arrive avec des plans de réforme. Chacun se heurte à l'incapacité du roi à décider. Le royaume dérive. Sans direction. Sans gouvernail. Et puis arrive l'année fatale. 1789. Les événements vont se précipiter. La révolution va éclater. Et l'effondrement psychologique de Louis XVI va atteindre son point culminant. 5 mai 1789. Versailles. Grande salle de l'hôtel des menus plaisirs. C'est l'ouverture des États généraux. Une assemblée qui n'a pas été convoquée depuis 1614. 175 ans. Toute la France regarde. Le clergé est là. La noblesse est là. Le tiers-État est là. Des centaines de députés. Des milliers de spectateurs.
Louis XVI doit ouvrir la session. Il doit prononcer un discours. Affirmer son autorité. Montrer qu'il contrôle la situation. Il monte à la tribune. Il est vêtu de pourpre et d'or. Il porte tous les symboles de la royauté. Mais quand il commence à parler, sa voix tremble. Il lit son discours. Mot à mot. Sans lever les yeux. Comme un écolier récite sa leçon. Le duc de Liancourt, présent dans la salle, écrira plus tard. Le roi paraissait absent. Il prononçait les mots mais ne semblait pas en comprendre le sens. Son regard était vide. On aurait dit une marionnette. Une marionnette. Le docteur Lassonne est là aussi. Il observe le roi depuis les gradins. Et ce qu'il voit le glace. Dans son journal ce soir-là, il note. Sa Majesté est dans un état second. Incapable de saisir la gravité du moment. Je crains que son esprit ait définitivement cédé sous le poids de la couronne. Son esprit a cédé. Les semaines suivantes confirment cette impression. 20 juin. Le tiers-État se proclame Assemblée nationale. C'est une rébellion. Une violation directe de l'autorité royale. Louis XVI est informé. Il doit réagir. Fermement. Immédiatement. Mais il ne fait rien. Absolument rien. Selon son valet, il dit simplement, eh bien, qu'il reste. Et il retourne chasser dans les bois de Versailles. Comme si de rien n'était. Comme si la monarchie ne venait pas de recevoir un coup mortel. Ses ministres sont stupéfaits. Ses courtisans sont horrifiés. Mais personne ne peut rien faire. Parce que le roi a décidé de ne pas décider. La passivité comme stratégie politique. Et puis arrive le 14 juillet. Ce matin-là, Louis XVI chasse comme d'habitude. Il ne sait pas ce qui se passe à Paris. Il ne sait pas que le peuple est en train de prendre la Bastille. Que la révolution a commencé. Ce soir-là, quand il rentre à Versailles, le duc de Liancourt vient le voir. Il est paniqué. Essoufflé. Sire. Sire. C'est une révolte. Louis XVI le regarde sans comprendre. Puis il prononce cette phrase qui est entrée dans l'histoire. Non. C'est une révolution. Beaucoup ont interprété cette phrase comme un signe de lucidité. Comme si Louis XVI avait compris l'ampleur de ce qui se passait. Mais le duc de Liancourt raconte la suite. Une suite que les livres d'histoire omettent souvent. Après avoir prononcé cette phrase, Louis XVI se retire dans ses appartements. Il s'effondre sur son lit. Et il pleure. Pendant 2 heures. Comme un enfant. Il pleure parce qu'il comprend. Il comprend que tout s'effondre. Que son règne s'effondre. Que sa vie s'effondre. Et il ne peut rien faire. Parce qu'il n'a jamais pu rien faire. Le docteur Lassonne est appelé en urgence. Il trouve le roi prostré. Inconsolable. Ce soir-là, il rédige un rapport médical qui restera secret pendant un siècle. 14 juillet 1789. Sa Majesté est désormais dans un état de prostration mentale. Elle ne gouverne plus. Elle subit. Le corps médical ne peut rien contre l'effondrement d'un esprit qui n'a jamais eu la force de régner. Elle ne gouverne plus. Elle subit. Le roi de France n'est plus qu'un spectateur de sa propre chute. Et le pire reste à venir. Octobre 1789. La situation devient intenable. Le peuple de Paris a faim. Les rumeurs circulent. On dit que la reine organise des banquets somptueux pendant que le pays meurt de faim. 5 octobre. Des milliers de femmes marchent sur Versailles. Elles veulent du pain. Elles veulent le roi. Elles veulent la famille royale à Paris. Louis XVI est dans ses appartements quand la foule arrive. Il entend les cris, les tambours, les fusils. Il ne sait pas quoi faire. Ses gardes le supplient de fuir. Sire, nous devons partir. Maintenant. Mais Louis XVI reste figé, paralysé, incapable de prendre une décision. Finalement, c'est Marie-Antoinette qui décide. Nous allons leur parler. Nous allons les calmer. Elle monte au balcon, seule, courageuse. Elle fait face à la foule hurlante. Et Louis XVI, il reste à l'intérieur. Tremblant, pleurant. Le docteur Vicq d'Azir est présent dans le palais cette nuit-là. Il a été appelé parce qu'on craint pour la sécurité du roi. Ce qu'il voit le bouleverse. Dans son journal, il écrit
J'ai vu le roi. Il pleurait comme un enfant. Il répétait sans cesse, « Que veulent-ils que je fasse ?» Ce n'était plus un monarque. C'était un homme brisé. Un patient en détresse. Un être humain que la nature n'avait jamais destiné à porter une couronne. Un être humain que la nature n'avait jamais destiné à porter une couronne. Voilà la vérité. La vérité que les médecins ont cachée pendant 15 ans. La vérité qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Louis XVI n'était pas fait pour être roi. Médicalement, psychologiquement, physiquement. Et maintenant, cette vérité éclate au grand jour. Mais il est trop tard. Le roi et sa famille sont emmenés à Paris. De force. Sous la contrainte. La monarchie vient de recevoir son coup de grâce. Et tout cela parce qu'un homme diagnostiqué inapte a été forcé de régner. 6 octobre 1789. La famille royale quitte Versailles. Pour toujours. Ils sont emmenés à Paris. Au palais des Tuileries. Officiellement, c'est pour être plus proche du peuple. En réalité, c'est une captivité déguisée. Louis XVI n'est plus vraiment roi. Il signe encore des documents. Il porte encore le titre. Mais il ne gouverne plus rien. L'Assemblée nationale a pris le pouvoir. Les décisions se prennent sans lui. Parfois contre lui. Et pendant les 3 années suivantes, quelque chose d'extraordinaire se produit. Quelque chose que personne n'avait prévu. Louis XVI va mieux. Oui. Vous avez bien entendu. L'homme qui s'effondrait sous le poids de la couronne commence à retrouver une forme de stabilité mentale. Maintenant qu'il n'a plus vraiment à régner. Le docteur Lasson, qui continue à l'examiner régulièrement, est stupéfait. Dans ses rapports, il note une amélioration progressive de l'état du roi. Les crises d'angoisse ont diminué. Le sommeil s'est amélioré. Sa Majesté semble moins accablée. Moins accablée. Parce que le fardeau du pouvoir lui a été retiré. Parce qu'on ne lui demande plus de décider du destin de millions de personnes. Mais cette amélioration reste fragile. Temporaire. Parce que le 20 juin 1791, Louis XVI commet l'erreur qui va sceller son destin. Il fuit. Ou plutôt, il essaie de fuir. L'épisode de Varennes. Cette tentative catastrophique de rejoindre la frontière. De quitter la France révolutionnaire. Ils sont arrêtés à Varennes. Ramenés à Paris. Humiliés publiquement. Et là, tout change. Louis XVI n'est plus seulement un roi impuissant. Il devient un roi traître. Un roi qui a voulu abandonner son peuple. L'Assemblée le suspend. La République est proclamée. Et le 21 septembre 1792, la monarchie est officiellement abolie. Louis XVI n'est plus roi. Il n'est plus majesté. Il n'est plus même Louis XVI. Il est devenu Louis Capet. Citoyen Capet. Un homme comme les autres. Ou plutôt, un prisonnier comme les autres. 13 août 1792. La famille royale est transférée à la prison du Temple. Une tour médiévale. Sombre. Humide. Froide. C'est là que Louis va passer les derniers mois de sa vie. Enfermé avec sa femme, ses enfants, et quelques fidèles serviteurs. Et c'est là, dans cette prison, que se produit le paradoxe le plus troublant de toute cette histoire. Louis retrouve la paix. Pas le bonheur. Pas la joie. Mais une forme de paix intérieure qu'il n'avait jamais connue à Versailles. Jean-Baptiste Cléry, son valet de chambre, est emprisonné avec lui. Il va tout observer. Tout noter. Et après la Révolution, il publiera ses mémoires. Un témoignage précieux. Bouleversant. Voici ce qu'il raconte. Dans cette tour, sans le poids de la royauté, le roi semblait un autre homme. Un autre homme. Plus de conseils interminables. Plus de décisions impossibles. Plus de courtisans qui attendent. Plus de ministres qui exigent. Plus de peuple qui accuse. Juste un homme. Dans une cellule. Avec sa famille. Cléry décrit la routine quotidienne. Louis se lève tôt. Il prie. Il lit. Énormément. Des livres d'histoire. De philosophie. De science. Il joue avec ses enfants. Le dauphin a 8 ans. La princesse Marie-Thérèse en a 14. Louis leur enseigne la géographie. Les mathématiques. Le latin. Il discute avec Marie-Antoinette.
Longuement. Pour la première fois depuis des années, il parle vraiment. Sans protocole. Sans témoin. Le soir, il dort. Profondément. Sans les cauchemars qui le hantaient à Versailles. Cléry note avec étonnement. Il dormait enfin. Je l'entendais respirer calmement toute la nuit. Les ronflements avaient disparu. Les réveils en sursaut aussi. Les apnées du sommeil ont cessé. Parce que Louis a perdu du poids. Parce que le stress a diminué. Parce que son corps n'est plus écrasé par l'angoisse permanente. Un soir, Cléry rapporte cette confidence extraordinaire. Louis lui parle. À voix basse. Pour ne pas réveiller les enfants. Cléry, je me sens plus roi dans cette cellule que je ne l'ai jamais été à Versailles. Car ici, je n'ai plus à prétendre. Je n'ai plus à prétendre. Ces mots résument tout. Toute la tragédie de Louis XVI. Pendant 20 ans, il a dû jouer un rôle. Prétendre être ce qu'il n'était pas. Feindre la force qu'il n'avait pas. Simuler l'autorité qu'il ne possédait pas. Et maintenant, déchu, emprisonné, condamné, il peut enfin être lui-même. Un homme simple. Un père. Un mari. Un lecteur. Un prisonnier. Mais pas un roi. Parce qu'il n'a jamais été fait pour être roi. 20 décembre 1792. Quelques jours avant le procès. Un médecin de la commune vient examiner Louis. C'est une formalité. Il faut s'assurer que le prisonnier est en état d'être jugé. Ce médecin ne connaît pas Louis. Il n'a jamais lu les rapports de Lassonne ou de Vicq d'Azir. Il ne sait rien de l'historique médical du roi. Il examine Louis objectivement, cliniquement. Et son rapport, découvert dans les archives en 1923, est stupéfiant. Le citoyen Capet présente une santé étonnamment améliorée. L'anxiété chronique dont souffraient les rapports antérieurs a disparu. Il dort normalement. Sa corpulence a diminué de manière notable. Son regard est clair. Ses réponses sont cohérentes. Libéré du fardeau du trône, cet homme a retrouvé son humanité. Libéré du fardeau du trône, cet homme a retrouvé son humanité. Voilà le verdict médical final. La conclusion terrible. La monarchie était la maladie de Louis XVI. Le pouvoir le détruisait. La couronne l'étouffait. Le trône était son poison. Et maintenant qu'on lui a tout retiré, il guérit. Quel paradoxe atroce. L'homme jugé inapte à régner retrouve sa santé mentale une fois privé de couronne. Mais cette lucidité retrouvée arrive trop tard. Beaucoup trop tard. Parce que le procès commence. 11 décembre 1792. Louis comparaît devant la Convention nationale. 749 députés. Tous assis en hémicycle. Tous le regardent. Le juge. Louis est debout au centre. Seul. Sans avocat au début. Juste lui face à la Révolution. Et là, pour la première fois de sa vie, Louis XVI fait preuve d'une dignité remarquable. Il répond aux questions. Calmement. Posément. Sans bégayer. Sans trembler. Sans pleurer. Les accusations pleuvent. Trahison. Conspiration. Abus de pouvoir. Louis écoute. Et il répond. Point par point. Il nie certaines accusations. Il reconnaît certaines erreurs. Mais il ne s'effondre pas. Il ne panique pas. Les députés sont surpris. Certains s'attendaient à voir l'homme faible qu'ils avaient connu à Versailles. L'homme qui ne savait jamais décider. Mais ce n'est pas cet homme-là qui se tient devant eux. C'est un homme qui a retrouvé sa clarté mentale. Un homme libéré du rôle qui le détruisait. À un moment, Louis prononce une phrase qui va glacer l'Assemblée. On ne peut me reprocher que d'avoir mal régné. Mais peut-on condamner un homme pour n'avoir pas eu le génie que la Providence lui a refusé? Le silence est total. Peut-on condamner un homme pour n'avoir pas eu le génie que la Providence lui a refusé? Cette phrase est extraordinaire. Parce qu'elle dit tout. Louis admet qu'il a mal régné. Il ne se défend pas sur ce point. Il sait qu'il n'était pas à la hauteur. Mais peut-on le condamner pour cela? Peut-on exécuter un homme parce qu'il n'avait pas les capacités nécessaires pour un rôle qu'on lui a imposé par la naissance? La question reste en suspens. Parce que la Convention a déjà décidé. Le procès n'est qu'une formalité. Louis sera condamné. Quoi qu'il dise. Quoi qu'il fasse.
16 janvier 1793. Le verdict tombe. Coupable. À la majorité. Et la sentence? La mort. Louis est ramené au temple. Il sait qu'il va mourir. Dans quelques jours. Il le sait. Il l'accepte. Cléry le décrit durant ces dernières heures. Louis est calme. Serein même. Il lit. Il prie. Il écrit son testament. Il embrasse ses enfants une dernière fois. Il leur dit au revoir. Le dauphin pleure. Marie-Thérèse pleure. Marie-Antoinette pleure. Mais Louis, lui, reste calme. Cléry écrit. Je n'ai jamais vu le roi aussi paisible qu'en ces derniers jours. C'était comme si, en acceptant sa mort, il avait enfin trouvé la paix qu'il cherchait depuis toujours. La paix qu'il cherchait depuis toujours. Parce que la mort, pour Louis, c'est la délivrance finale. La fin du calvaire. La fin du rôle impossible. 21 janvier 1793. 6 heures du matin. Louis se réveille. On vient le chercher. La charrette attend dehors. Il s'habille. Simplement. Il refuse les vêtements royaux qu'on lui propose. Il veut mourir comme il a vécu ces derniers mois. En homme simple. En Louis Capet. Le trajet jusqu'à la place de la Révolution dure 2 heures. Louis regarde par la fenêtre de la charrette. Paris défile sous ses yeux. Son peuple. Son royaume. Qui n'est plus le sien. Sur la place, l'échafaud est dressé. La guillotine attend. Des milliers de personnes sont présentes. Certaines crient. D'autres pleurent. La plupart restent silencieuses. Louis monte les marches. Calmement. Sans aide. L'exécuteur veut lui lier les mains. Louis refuse d'abord. Puis il accepte. Il sait que c'est inutile de résister. Il s'avance vers le bord de l'échafaud. Il lève les yeux vers la foule. Et il prononce ces derniers mots. Français, je meurs innocent. Je pardonne à ceux qui ont voulu ma mort. Mais je demande à Dieu de pardonner à ceux qui m'ont fait roi. À ceux qui m'ont fait roi. Pas à ceux qui le tuent. À ceux qui l'ont fait roi. Parce que là est le vrai crime. Le vrai responsable de sa tragédie. On l'a fait roi alors qu'il ne devait pas l'être. On l'a forcé à porter une couronne qu'il ne pouvait pas porter. On l'a condamné à un rôle qu'il a détruit. Et maintenant, il meurt pour cela. Dans la foule, anonyme, caché sous un chapeau, se tient le docteur Vicq d'Azyr. Il a tenu à venir. Il ne sait pas vraiment pourquoi. Peut-être par devoir. Peut-être par culpabilité. Peut-être simplement pour voir la fin de cette tragédie qu'il a observée pendant tant d'années. Il voit Louis s'agenouiller. Il voit la lame tomber. Et ce soir-là, dans son journal, il écrit ces mots terribles. Aujourd'hui, on a guillotiné un roi. Mais moi, j'ai vu mourir un patient que nous n'avons jamais su guérir. Un homme que la médecine avait diagnostiqué inapte, mais que le système monarchique a forcé à régner jusqu'à ce que son corps et son esprit s'effondrent. Nous savions. Nous avons toujours su. Et nous n'avons rien dit. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. 21 janvier 1793. Louis XVI est mort. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Parce que les secrets qu'on a cachés pendant sa vie vont refaire surface après sa mort. Les années passent. La terreur. Le Directoire. L'Empire. Napoléon règne sur la France. Puis il tombe à son tour. Et en 1815, la monarchie revient. La Restauration. Louis XVIII, le frère de Louis XVI, monte sur le trône. C'est lui qui va ordonner l'ouverture des archives royales. Il veut comprendre. Il veut savoir ce qui s'est vraiment passé. Comment son frère a pu perdre le trône. Comment la monarchie la plus puissante d'Europe a pu s'effondrer. Et c'est là qu'on découvre la vérité. Les rapports médicaux de la Sonne. Le journal de Vicq d'Azyr. Les correspondances secrètes entre les médecins. Les notes de Cléry. Tout remonte à la surface. En 1816, une partie de ces documents est rendue publique. Pas tout. Certains rapports restent trop sensibles. Trop dangereux pour la nouvelle monarchie. Mais assez pour choquer le pays. L'historien François Guizot, qui aura accès à ces archives, écrit un essai retentissant. Il le publie en 1820. Le titre, La tragédie médicale de Louis XVI. Et ce qu'il révèle va bouleverser la vision de l'histoire.
Guizot écrit. Les rapports des médecins royaux révèlent une vérité que l'histoire avait occultée. Louis XVI n'était pas un mauvais roi par faiblesse morale, mais un homme rendu roi malgré son inaptitude médicalement établie. Sa tragédie n'est pas celle d'un échec personnel, mais celle d'un système qui place le sang au-dessus de la compétence. Un système qui place le sang au-dessus de la compétence. Voilà le cœur du problème. La monarchie héréditaire repose sur un principe absurde. Un pari impossible. Elle parie que la biologie produira toujours des dirigeants capables. Que le hasard de la naissance donnera toujours des rois à la hauteur. Que le sang royal garantit le génie politique. Mais l'histoire de Louis XVI prouve le contraire. Parfois, la biologie produit des hommes inadaptés. Des hommes sensibles quand il faudrait être impitoyables. Des hommes hésitants quand il faudrait être décisifs. Des hommes doux quand il faudrait être autoritaires. Et que fait-on dans ce cas? On force l'homme à devenir ce qu'il ne peut pas être. On l'écrase sous le poids d'un rôle impossible. Guizot pose la question centrale. Et si les médecins avaient eu le courage de dire la vérité publiquement? Et si la monarchie avait accepté qu'un roi puisse être inapte? Et si on avait écouté Lassonne quand il a écrit, dès 1774, que Louis XVI n'était pas fait pour gouverner? Et si Louis XVI avait abdiqué? Et si son frère, le comte de Provence, avait pris le pouvoir? Un homme plus décisif, plus autoritaire, plus adapté au rôle. La révolution aurait-elle été évitée? Impossible à savoir. Mais peut-être que oui. Peut-être que les crises auraient été gérées différemment. Peut-être que les réformes auraient été menées avec plus de fermeté. Ou peut-être pas. Peut-être que la révolution était inévitable. Que les problèmes de la France dépassaient largement la personnalité du roi. Mais une chose est certaine, Louis XVI aurait été épargné. Il aurait vécu. Il aurait peut-être été heureux. Libéré du fardeau qui le détruisait. Et des milliers de personnes qui sont mortes pendant la Révolution auraient peut-être survécu. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. Parce que les médecins ont choisi le silence. Et c'est là que l'histoire devient encore plus troublante. Parce que ce silence n'était pas innocent. Ce n'était pas un simple secret médical. C'était un choix politique. Les lettres retrouvées dans les archives révèlent toute l'étendue de la conspiration. En 1786, après la réunion secrète à Marly, Lassonne écrit à Vicq d'Azyr. Nous avons décidé de protéger le royaume plutôt que de servir la vérité. Mais je crains que cette décision nous condamne tous. Car un jour, quand tout s'effondrera, on nous demandera pourquoi nous n'avons rien dit. Un jour, on nous demandera pourquoi nous n'avons rien dit. Ce jour est arrivé. Après la publication de Guizot, la polémique éclate. Des médecins, des historiens, des philosophes, tous débattent de la responsabilité des médecins royaux. Certains les défendent. Ils ont fait leur devoir. Ils ont protégé la stabilité du royaume. D'autres les accusent. Ils ont trahi leur serment médical. Ils ont mis la politique avant la vérité scientifique. Le débat dure des décennies. Il dure encore aujourd'hui. Parce que cette histoire pose une question universelle. Une question qui dépasse Louis XVI. Qui dépasse la monarchie française. Que fait-on quand la vérité médicale entre en conflit avec la raison d'État? Que fait-on quand on sait qu'un dirigeant est inapte, mais que révéler cette vérité pourrait déstabiliser tout un pays? C'est le dilemme éternel du médecin face au pouvoir. Et Lassonne, Vicq d'Azyr et de Sceaux ont choisi le silence. Ils ont choisi la stabilité. Ils ont choisi le mensonge. Mais ce mensonge a eu un prix. Un prix terrible. Louis XVI a régné pendant 19 ans alors qu'il était médicalement inapte. 19 ans de souffrance personnelle. 19 ans d'erreurs politiques. 19 ans d'occasions manquées. Et finalement, la guillotine. En 1832, à l'âge de 88 ans, Vicq d'Azyr publie ses mémoires complètes. Il est vieux. Malade. Il sait qu'il va bientôt mourir. Et il veut confesser. Dans un chapitre entier consacré à Louis XVI, il écrit « J'ai passé ma vie à regretter notre silence. Nous pensions protéger la France. Mais nous avons condamné un homme innocent à porter un fardeau qui le détruisait. Nous avons vu sa santé mentale se dégrader année après année. Nous avons documenté son effondrement. Et nous n'avons rien fait.
Je mourrai avec cette culpabilité. Et j'espère que l'histoire nous jugera avec sévérité. Car nous le méritons. Nous le méritons. Ces mots sont terribles. Parce qu'ils viennent d'un homme qui a consacré sa vie à soigner. Un homme brillant. Respecté. Honorable. Mais qui a choisi le silence au moment crucial. Et ce silence a contribué à la tragédie. Aujourd'hui, quand on regarde cette histoire avec le recul, on voit 3 tragédies entrelacées. La tragédie de Louis XVI. Un homme sensible, intelligent, mais inadapté à un rôle qu'on lui a imposé. Un homme qui a souffert pendant 20 ans. Qui a été humilié. Détruit. Et finalement exécuté. La tragédie des médecins. Des hommes qui savaient la vérité mais qui ont choisi de la cacher. Qui ont vécu avec cette culpabilité. Qui sont morts en se demandant s'ils avaient fait le bon choix. Et la tragédie du système. Un système monarchique qui ne laissait aucune place à la réalité humaine. Qui refusait d'admettre qu'un roi puisse être inapte. Qui préférait le mensonge à la vérité. 3 tragédies. Une seule histoire. Mais au-delà de la tragédie, il y a une leçon. Une leçon qui reste d'actualité. La leçon que les systèmes de pouvoir doivent s'adapter à la réalité humaine. Pas l'inverse. On ne peut pas forcer un être humain à devenir ce qu'il n'est pas. On ne peut pas ignorer la médecine au nom de la politique. On ne peut pas sacrifier un individu pour préserver un système. Louis XVI aurait dû pouvoir dire non. Non, je ne suis pas fait pour cela. Non, je ne veux pas être roi. Non, donnez cette couronne à quelqu'un d'autre. Mais le système ne le permettait pas. La monarchie héréditaire ne laissait aucune échappatoire. Aucune porte de sortie. Et c'est cette rigidité qui a causé la catastrophe. Guizot termine son essai par ces mots. Louis XVI n'a pas détruit la monarchie. C'est la monarchie qui a détruit Louis XVI. En refusant d'accepter qu'un homme puisse être inapte, le système monarchique s'est condamné lui-même. Car tôt ou tard, la réalité rattrape toujours le mensonge. Et quand elle le fait, c'est avec une violence proportionnelle au temps qu'on a passé à la nier. La réalité rattrape toujours le mensonge. Et quand la réalité a rattrapé la monarchie française, ce fut avec la violence de la Révolution. Des têtes qui tombent. Un royaume qui s'effondre. Un monde qui change à jamais. Tout cela parce qu'on a refusé d'écouter les médecins qui disaient la vérité. Tout cela parce qu'on a forcé un homme inapte à être roi. Aujourd'hui, les rapports médicaux de Louis XVI sont conservés aux archives nationales. Dans des boîtes soigneusement étiquetées. Protégés. Classés secrets d'État pendant plus d'1 siècle. Maintenant, ils sont accessibles aux chercheurs. Aux historiens. À tous ceux qui veulent comprendre. Et quand on les lit, page après page, rapport après rapport, diagnostic après diagnostic, on ressent quelque chose d'étrange. De la tristesse. Pour Louis XVI. Pour cet homme qu'on a brisé. De la colère. Contre le système qui l'a broyé. Mais aussi de l'empathie. Parce qu'au fond, l'histoire de Louis XVI n'est pas si loin de nous. Combien de fois force-t-on des gens à jouer des rôles pour lesquels ils ne sont pas faits? Combien de fois ignore-t-on les signaux d'alarme au nom de la continuité? Combien de fois sacrifie-t-on l'individu pour préserver le système? L'histoire de Louis XVI est universelle. Intemporelle. C'est l'histoire de la dignité humaine face aux exigences impossibles du pouvoir. C'est l'histoire de la vérité médicale face aux mensonges politiques. C'est l'histoire d'un homme qui voulait juste être lui-même. Mais qu'on a forcé à être un roi. Et qui en est mort. Revenons au début. À cette chambre de Versailles. 10 septembre 1774. Le jeune Louis XVI face au rapport médical du docteur Lassonne. Ce matin-là, un médecin a écrit la vérité sur un roi. Une vérité simple. Brutale. Médicale. Sa Majesté n'est pas faite pour gouverner. Mais cette vérité a été enterrée. Cachée. Oubliée. Et pendant 19 ans, un homme diagnostiqué inapte a régné sur le plus puissant royaume d'Europe. Non pas parce qu'il le voulait. Mais parce qu'on le lui avait ordonné. Cette histoire aurait pu être différente. Si les médecins avaient parlé. Si la cour avait écouté. Si le système avait accepté qu'un roi puisse dire non. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Alors posons-nous la vraie question. La question qui compte vraiment. Qui est responsable de la tragédie de Louis XVI?
Est-ce Louis lui-même? Non. Il n'a rien demandé. Il est né dans une famille. À une époque. Dans un système qui ne lui a laissé aucun choix. Est-ce ses médecins? En partie. Ils savaient. Ils ont documenté. Mais ils ont choisi le silence institutionnel plutôt que la vérité médicale. Est-ce la cour? Certainement. Les ministres voyaient. Les courtisans murmuraient. Mais personne n'a osé dire à voix haute, arrêtons cette mascarade. Est-ce Marie-Antoinette? Non plus. Elle était aussi prisonnière du système. Une jeune femme autrichienne mariée à un homme qui ne pouvait pas être ce qu'on attendait de lui. Est-ce le peuple? Pas vraiment. Le peuple ne savait pas. On lui cachait tout. Comment aurait-il pu savoir que son roi était médicalement inapte? Alors qui? Le système lui-même. La monarchie héréditaire. Cette idée folle qu'un homme devient roi simplement parce qu'il est né au bon endroit, au bon moment, dans la bonne famille. Sans égard pour ses capacités. Sans considération pour sa santé mentale. Sans respect pour sa dignité humaine. Le sang avant le talent. La naissance avant la compétence. Le hasard biologique avant la réalité médicale. C'est ce système qui a détruit Louis XVI. C'est ce système qui a condamné la France à 19 ans de dérive. C'est ce système qui a préparé le terrain de la Révolution. Et voici ce qui rend cette histoire encore plus troublante. Tout le monde savait. Pas officiellement. Pas publiquement. Mais dans les couloirs de Versailles, dans les salons parisiens, dans les chancelleries européennes, on savait que Louis XVI n'était pas à la hauteur. On le voyait hésiter, bégayer, s'effondrer. On le voyait pleurer quand il fallait commander, se cacher quand il fallait affronter. Et personne n'a rien fait. Parce que dire la vérité aurait signifié remettre en question tout le système. Toute la légitimité de la monarchie. Toute la structure du pouvoir. Alors on a préféré le mensonge. Le mensonge confortable. Le mensonge institutionnel. Et ce mensonge a coûté des milliers de vies. La vie de Louis XVI, bien sûr. Guillotiné à 38 ans. Mais aussi la vie de Marie-Antoinette. Guillotiné 9 mois plus tard. Et la vie de dizaines de milliers de Français qui sont morts pendant la Révolution et la Terreur. Tout cela parce qu'on a refusé d'admettre une vérité médicale simple. Louis XVI n'était pas fait pour être roi. Mais au-delà de la responsabilité collective, il y a quelque chose de plus profond. Quelque chose de plus humain. Louis XVI mérite notre empathie. Pas notre pitié. Pas notre condescendance. Notre empathie. Parce que cet homme a souffert. Vraiment souffert. Pendant 20 ans. Imaginez vivre chaque jour en sachant que vous n'êtes pas à la hauteur. Que vous décevez tout le monde. Que vous détruisez ce qu'on vous a confié. Imaginez vous réveiller chaque matin avec l'angoisse de devoir prendre des décisions qui dépassent vos capacités. Imaginez pleurer en secret parce que vous savez que vous êtes en train d'échouer. Mais que vous ne pouvez pas abandonner. Parce que le système ne vous le permet pas. C'est ce qu'a vécu Louis XVI. Tous les jours. Pendant 19 ans. Et malgré tout cela, il a essayé. Il a vraiment essayé. Il a travaillé avec acharnement. Il a lu des dizaines de rapports. Il a consulté ses ministres. Il a prié pour avoir la sagesse qu'il ne possédait pas. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas abdiqué. Il a tenu jusqu'au bout. Même quand son corps le trahissait. Même quand son esprit s'effondrait. Même quand tout lui criait d'arrêter. Il y a quelque chose de profondément noble dans cette obstination. Dans ce refus de fuir malgré la souffrance. Louis XVI n'était peut-être pas un grand roi. Mais c'était un homme de devoir. Un homme qui a porté son fardeau jusqu'à la mort. Et pour cela, il mérite notre respect. Aujourd'hui, quand on visite les archives nationales à Paris, on peut demander à consulter les rapports médicaux de Louis XVI. Ils sont là. Dans des boîtes grises. Pages jaunies par le temps. Encre pâlie mais encore lisible. Et au milieu de tous ces documents, il y a cette phrase. Cette phrase terrible du docteur Lassonne. Le tempérament de Sa Majesté n'est point fait pour gouverner. Chaque fois qu'un chercheur lit cette phrase, il ressent la même chose. Le poids de l'histoire. Le poids de la tragédie. Le poids d'une vérité qui aurait dû être dite mais qui est restée cachée trop longtemps. Et on se demande, et si Lassonne avait eu le courage de rendre public ce rapport?
Et si la monarchie avait accepté qu'un roi puisse être inapte? Et si Louis XVI avait pu dire « Je ne peux pas, je ne veux pas, donner cette couronne à quelqu'un d'autre », l'histoire aurait-elle été différente? Impossible à savoir. L'histoire ne se refait pas. Les « et si » ne mènent nulle part. Mais cette histoire nous enseigne quelque chose d'essentiel. Quelque chose qui reste vrai aujourd'hui. On ne peut pas ignorer la réalité humaine au nom des systèmes politiques. On ne peut pas forcer les gens à être ce qu'ils ne sont pas. On ne peut pas sacrifier la dignité individuelle pour préserver des institutions. Parce que tôt ou tard, la réalité reprend ses droits. Et quand elle le fait, c'est toujours avec violence. Louis XVI a été la victime d'un système qui ne laissait aucune place à la faiblesse humaine. Aucune place à la vulnérabilité. Aucune place à la vérité médicale. Et ce système l'a broyé. Mais voici la question finale. La question qui doit nous interpeller aujourd'hui. Avons-nous vraiment changé? Combien de fois plaçons-nous encore des gens dans des rôles pour lesquels ils ne sont pas faits? Combien de fois ignorons-nous les signaux d'alarme parce qu'il est plus facile de continuer comme avant? Combien de fois sacrifions-nous le bien-être individuel au nom de la continuité institutionnelle? Les rois héréditaires ont disparu. Mais les systèmes rigides existent toujours. Les institutions qui refusent de s'adapter à la réalité humaine existent toujours. Et les gens qui souffrent en silence, écrasés par des rôles impossibles, existent toujours. L'histoire de Louis XVI n'est pas qu'une histoire du passé. C'est un miroir tendu à notre présent. Un miroir qui nous demande, respectons-nous vraiment la dignité humaine? Ou sacrifions-nous encore des individus au nom de systèmes qui ne veulent pas changer? La réponse est à chacun de nous de la trouver. Mais en attendant, souvenons-nous de Louis XVI. Non pas comme le roi faible qui a perdu la France, mais comme l'homme qui a été forcé de porter une couronne trop lourde, qui a souffert en silence, qui a essayé malgré tout, et qui est mort en demandant pardon à ceux qui l'avaient fait roi. Souvenons-nous de lui avec empathie, avec compassion, avec humanité, parce qu'au fond, son histoire est la nôtre. L'histoire universelle d'un être humain piégé dans un rôle qu'il ne pouvait pas jouer, mais qu'on l'a forcé à tenir jusqu'au bout. Jusqu'à la guillotine. Versailles, 10 septembre 1774. Dans la chambre royale, le jeune Louis XVI tient dans ses mains le rapport médical de la Sonne. Il le lit. Il comprend. Il sait. Et il murmure, « Ils ont raison. Je ne suis pas fait pour cela. » Mais il pose le rapport. Il enfile les vêtements royaux. Il sort de sa chambre. Et il va être couronné. Parce que le système l'exige. Parce que le sang l'impose. Parce qu'il n'a pas le choix. La tragédie commence. Elle ne s'arrêtera que 19 ans plus tard. Sur la place de la Révolution. Sous la lame de la guillotine. Ce jour-là, le 21 janvier 1793, ce n'est pas seulement un roi qui tombe. C'est un être humain qui est enfin libéré d'un rôle qu'il n'aurait jamais dû porter. Et peut-être, dans ces derniers instants, Louis XVI a-t-il enfin trouvé la paix. La paix qu'on lui avait refusée pendant toute sa vie.